Salut à tous, bienvenue dans ce podcast .ai. Podcast.ai, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, de tech, sans bullshit, avec des chiffres, des retours d'expérience, des invités en français. On va parler levée de fonds, hardware, software, startup à impact, recrutement et tout ce qui rythme à peu près la vie d'un entrepreneur. Je m'appelle Maël, je suis cofondateur d'une startup en medtech qui s'appelle Biped, un appareil de détection d'obstacles pour les personnes malvoyantes qui utilisent le même logiciel que des véhicules autonomes. Je reviendrai dessus dans un épisode, mais là c'est le tout premier épisode du coup de .ai. J'avais envie de parler d'un sujet assez large, assez vaste, faire un premier retour d'expérience et puis aussi entendre vos feedbacks sur ce type d'épisode, voir ce que vous voulez entendre dans les épisodes suivants. J'ai lancé cette initiative de .ai parce que je me rends compte qu'au cours de plein de conversations avec des entrepreneurs dans la région de Lausanne où je suis basé, mais de manière générale en Europe, il y a un truc qui aide énormément dans tous les concours, les accélérateurs, les trucs comme ça, c'est les moments où on échange avec d'autres fondateurs et fondatrices de boîtes. Et ça, j'ai du mal à retrouver un endroit où ce genre de petites conversations sur le côté, on peut les retrouver dans un podcast, on peut s'identifier à ce qui est en train de se passer. C'est clair qu'il y a énormément de podcasts qui existent sur des business qui ont réussi, des histoires hyper inspirantes, mais globalement, pour tout ce qui se passe avant et toutes les étapes de la vie d'une boîte en amont, c'est dur de trouver des références. Donc voilà, c'est une petite... j'espère une petite contribution humble dans la direction de partager un peu les hauts, les bas, les retours d'expérience, avoir des bons invités sur le truc et puis voir ce qu'on peut faire avec ce type de podcast. Donc voilà, comme je disais, je m'appelle Maël, j'ai 26 ans, je vis à Lausanne en Suisse. Ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé Biped, c'est ma deuxième boîte. On est 6 dans la boîte actuellement, répartis entre la Suisse et l'Espagne. Et puis, ça fait à peu près 6 mois qu'on commercialise notre produit. Donc on a, je dirais, changé un peu de phase de boîte en passant de la R&D vraiment pure à quelque chose d'un peu plus commercial récemment. Et ça m'a fait un peu réfléchir à cette notion de... à ce que c'est d'être un entrepreneur, de comment se lancer, parce que ça c'est une des questions que j'ai hyper fréquemment, parce que j'ai lancé ma première boîte à 19 ans, comment est-ce qu'on devient entrepreneur, et je voulais reprendre la base, reprendre même une définition toute bête que j'ai trouvée. Au final, un entrepreneur, c'est une personne qui est à l'origine de la création d'une activité économique. Et ça, il y a des centaines de manières de le faire. Mais concrètement, si on regarde les types d'activités avec lesquelles on va pouvoir devenir entrepreneur, je distingue 2 grandes catégories. La première, c'est une manière d'entreprendre où on va vendre son temps. Donc là, ça va être les solopreneurs, monter une TPE ou devenir freelance par exemple. Ce que je mets là-dedans, c'est qu'en gros, on va échanger le temps qu'on passe sur une mission avec une rémunération de l'autre côté. Donc ça va être le cas. Bon, par exemple, tous les side projects, ça peut commencer comme ça. On ouvre un petit lien pour faire un peu de consulting sur tel ou tel truc. Freelance, on a notre taux journalier moyen, on trouve des clients, on les book au fur et à mesure. Et puis voilà. Je parlerai de mon retour d'expérience là-dessus. Et puis le deuxième truc, c'est vraiment quand on vend son produit. Et là, en vendant son produit, ça peut être un produit digital ou un produit physique. Mais globalement, on va retrouver des startups qui vont soit être en bootstrap, donc ils vont pas lever de fonds et être financés par leur croissance simplement, soit des startups qui vont requérir du capital externe et qui vont lever des fonds auprès de business angels ou d'investisseurs. Mais voilà, moi je retiens vraiment ces 2 grosses catégories de vendre son temps ou vendre son produit qui, je pense, arrivent à différents moments de la phase de vie d'un entrepreneur. C'est plus simple de commencer par vendre son temps parce qu'il faut avoir une expertise de base
contre laquelle on est prêt à avoir une rémunération, mais il y a peu d'investissement initial, versus si on veut lancer une startup en biotech par exemple et développer nouvelles molécules, on s'apprête à se lancer dans un truc qui va nous prendre globalement des fois 15 ans à développer et des dizaines de millions, et c'est pas le même délire et la même barrière à l'entrée. Euh, ma, ma vue là-dessus, c'est donc moi j'ai fait un peu de freelance. Je vendais donc mon temps pour faire des formations en data science, donc en IA globalement, pour donner des cours, pour faire des petites missions aussi où on me demandait de coder des trucs pour des boîtes. J'ai fait à peu près tout ça. Ça n'a jamais été mon activité principale. Je l'ai fait en parallèle de mes études. À une époque 2018, un truc comme ça, où je trouve que c'était encore relativement simple d'asseoir une crédibilité là-dessus parce qu'on n'était pas énormément non plus à faire de l'IA, et puis avec des skills de base en programmation, on arrivait à s'en sortir. Ça au global, je trouve que la barrière d'entrée elle est assez faible. Aujourd'hui c'est devenu même un peu plus complexe de rentrer dans ces trucs là, mais globalement ce que j'ai trouvé extrêmement cool, c'est que moi en tant qu'étudiant j'avais pas une crédibilité de fou, j'ai trouvé un premier client, j'ai investi 2 jours de travail dans la préparation des supports pour, par exemple, aller donner une formation à un endroit en IA, et puis j'ai vendu ma première presta globalement. Au début, je crois que j'avais dû demander 400 € sur la journée. Donc, si on prend 3 journées de travail, enfin 2 journées de prépa, une journée en présentiel pour 400 €, on n'est pas sur le truc le plus rentable de tous les temps, mais quand on est étudiant, ça aide pas mal. Et puis après, j'ai commencé à me rapprocher d'autres boîtes. Je suis passé à un TJM, donc un taux journalier moyen, où on me donnait les supports, et puis je prenais à peu près 500 € la journée, et globalement j'ai poussé ça jusqu'à faire des prestats à 1000 € la journée pour des plus grands comptes, et puis voilà. Et là j'avais vu la progression. Je dis pas que j'étais du tout hyper assidu ou assis dans le truc, c'était toujours un side project en tant que tel, parce que je faisais ça en parallèle des études, mais ça a aidé beaucoup. C'est arrivé à la fin avec une presta pour une plus grosse boîte qui m'a demandé un truc qui était un peu too much à développer à une seule personne, et où en fait là on s'est mis à plusieurs à résoudre le truc. Et puis en fait on a utilisé avec mon cofondateur l'excédent de ce cash là pour lancer notre activité Biped. Donc voilà, donc moi ça a été vraiment une transition de freelance vers un produit. Une première activité globalement où j'ai essayé de lancer une plateforme de mise en relation pour les locations de vannes aménagées. J'ai lancé ça à 19 ans. Donc ça c'était un premier produit digital. J'ai fait tourner ça pendant 3 ans à peu près, et puis on avait du mal à avoir de la traction à la fin de nos études. On est arrivé à la fin du master et puis on s'est dit merde, est-ce qu'on lance ça, ou est-ce qu'on essaye d'y aller full time, ou est-ce qu'on est content de l'expérience qu'on a pu choper ces 3 dernières années, et puis on ferme le site. Puis on a décidé de fermer le site et partir vers d'autres horizons. Et puis maintenant côté hardware avec Biped, où là du coup on a du hardware, des caméras, des ordinateurs embarqués, des trucs comme ça. Donc voilà, je dirais par ce retour d'expérience, moi ce que je vois essentiellement, c'est que la barrière à l'entrée est beaucoup plus mince pour se lancer en tant que freelance, pour essayer de vendre des formations, des choses comme ça. Ça c'est clair. Valeur ajoutée, on peut discuter du fait que du coup on touche moins de gens, mais je pense que c'est quelque chose où c'est beaucoup plus simple de se lancer si on n'a pas forcément beaucoup d'économies, si on n'a pas forcément
un gros réseau, une grosse crédibilité, des trucs comme ça. Et puis si on est jeune, simplement, je pense que c'est un bon truc pour tester, se dire on essaye de choper au final une compétence et on essaie de la monétiser en échange. Ça peut être du design, ça peut être de la programmation, il y a plein de manières de faire ça. Et globalement, à part un site web Webflow et un nom de domaine custom, ça ne demande pas grand chose pour arriver à choper un premier client. Maintenant, le deuxième truc, ça va être pour le produit. Il y a, je dirais, aussi différentes phases de vie des boîtes. Bon, c'est vrai qu'on voit pas mal de startups qui lèvent des fonds. Lever des fonds, c'est un bon moyen quand on a un projet qui nécessite beaucoup trop de capital de pouvoir se lancer sans avoir à injecter soi-même le capital ou simplement dérisquer le projet avec des fonds externes. C'est là pour ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des capitaux risques aussi quand un VC investit. Et je pense que dans l'idée, ça c'est un bon truc. Enfin, on voit des fondateurs qui ont zéro économie et pas beaucoup et qui ont une crédibilité, mais on n'a pas besoin d'avoir vécu énormément de choses avant de se lancer et de lever des fonds. Et puis dans les startups bootstrap, c'est clair qu'on voit un peu tout. Au début, un petit side project, un truc qu'on commence en dehors du boulot, qui génère 500 balles par mois, et puis un jour, ça génère 5000 balles par mois, et puis on se dit, tiens, je pourrais passer full time dessus. Et puis des sites de développement comme ça, ou des gens qui se disent, j'ai pas envie de revendre une partie de ma boîte, et j'ai envie de générer mon revenu de manière en croissance organique, et puis j'ai pas envie de mettre quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et ça, globalement, c'est clair que ça demande les reins assez solides pour savoir qu'on peut subvenir aux besoins de la boîte. S'il y a 2-3 employés, par exemple, dans le truc, ça peut déjà chiffrer. Il y a un point, c'est clair, c'est le moment clé de quand se lancer. Disons qu'on a défini le format, on sait qu'on a des skills en design, on veut lancer une activité freelance et choses comme ça. Plupart du temps, en fait, on est déjà en full time, enfin, on travaille en temps plein quelque part, ou on est encore en études. Et la question de quand se lancer, quel est le moment optimal, elle revient hyper fréquemment. Et moi, je me suis lancé pendant les études. C'était un super moyen de dérisquer ça. Donc, j'ai lancé ma première boîte quand j'étais en licence, donc en bachelor, et ma deuxième boîte quand j'étais en thèse. Je trouve que c'est des moments qui sont assez c'est unique comme opportunité parce qu'on a la flexibilité globalement horaire. C'est clair qu'il y a une grosse charge de travail d'un côté, mais en même temps on est en pleine phase d'apprentissage. C'est des moments où on travaille énormément et on n'est pas encore rentré dans les cycles plus des 9 to 5 qui viennent après. Et je pense que c'est un écosystème où on trouve de manière hyper simplifier des compétences complémentaires. Si on est sur des campus, on peut être technique et puis traverser le campus et puis arriver à trouver quelqu'un qui a une compétence commerciale ou vice-versa. Et c'est un truc qui s'observe, alors pas encore autant qu'il le faudrait, mais qui s'observe pas mal à Lausanne, entre le PFL, HEC ou des trucs comme ça. Et je pense que les études, c'est un bon moment pour ça. Sans se voiler la face, c'est clair qu'il y a un moment, ça va demander de bosser beaucoup plus que les autres, parce que c'est dur de lancer une boîte en bossant 10 heures par semaine, et c'est dur de réussir ses études en bossant 20 heures par semaine. Donc c'est clair que ça fait des périodes ultra chargées, mais je pense qu'en termes de stimulation, c'est à peu près le moment où on est hyper réceptif à ce genre de trucs. Un des trucs que j'entends souvent, c'est que c'est pas encore le bon moment, mais que plus tard, pourquoi pas. Ce que je vois, c'est simplement que le poids des obligations, il fait qu'augmenter. À un moment, on achète un appart, on achète une voiture, on a un seuil dans le confort de vie qui fait qu'on doit se dégager 2, 3, 4, 5 000 balles par mois pour pouvoir commencer le mois. Et c'est assez incompatible dans le long terme avec le lancement d'une activité où on sait qu'on ne sera pas payé pendant un bon moment. Et je le vois aussi sur des gens qui ont monté des boîtes et que je connais assez bien, qui gagnaient très 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 bien leur vie
avant ça, et où en fait le différentiel de niveau de vie, euh, ça les emmerde aussi un peu. C'est un truc tout bête, hein. C'est vrai que si on gagne 200 000 balles par an et que on commence à monter une boîte sans être payé pendant un bon moment, c'est ouais, ça change la vie. Et donc je pense que ça c'est un gros aspect. Je dis pas qu'il faut être qu'il faut être forcément fauché pour monter une boîte, mais je pense qu'il faut accepter de l'être pendant un moment. Tout dépend du type d'activité encore, et puis en vrai, si on est freelance en parallèle d'un job et qu'on fait quelques missions à l'année ou trucs comme ça peut être juste des bons compléments de revenus, et être de l'autre côté du spectre. Mais je pense que être capable de passer par des périodes où on n'est pas forcément payé, on n'a pas encore, on voit pas encore le bout du tunnel, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va commencer à commercialiser ça, etc. Ça fait partie du jeu. Pendant les études, c'est un moment déjà où on met, selon les études, on peut mettre entre 40 et 70 heures par semaine à bosser juste pour soi, juste pour son apprentissage. Il y a pas, on a le diplôme à la fin, mais c'est vraiment un moment où on est prêt à investir beaucoup de temps sur sa croissance personnelle. Il n'y a pas beaucoup d'autres moments, je pense, dans la vie où on est capable de dédier autant de temps sans échanges monétaires derrière. Et c'est pour ça que j'aime bien cette compatibilité-là. Mais après, voilà, il y a plein de gens qui ont fini les études simplement, et puis qui se posent la question de quand se lancer. Je dirais qu'il y a aussi un facteur, il y a deux facteurs. C'est la stabilité financière dans la vie. Est-ce qu'on arrive globalement à clôturer les mois? Est-ce qu'on arrive à avoir un peu d'économie ou des choses comme ça? Auquel cas, ça appelle à peu près à lancer une petite activité sur le côté, sur laquelle on voit qu'on peut faire assez rapidement assez rapidement des revenus, voilà. Ou est-ce que on peut aller lever des fonds par exemple, et puis là dans ces cas-là on fait le shift complet, mais on a besoin d'être payé dès le début. Mais bon, ça c'est une décision, je dirais, assez cartésienne là-dessus. L'équation elle est pas hyper compliquée. Mais l'autre truc, ça va être surtout sur l'entourage, je pense qu'on a, parce que qu'on se le dise, l'entrepreneuriat, ça va être une aventure assez, même si on peut avoir plein d'événements start-up, des potes qui lancent des boîtes, etc., c'est une aventure assez solitaire tout de même, parce qu'il n'y a pas grand monde qui aura la compétence qu'on a dans la gestion de ce projet-là spécifiquement. On devient un ultra expert à la gestion d'un projet, alors bien sûr avec des compétences qu'on peut porter à d'autres endroits, mais ça reste une aventure solitaire en tant que tel, et je pense qu'avoir avoir un appui autour qui est bon, avec des personnes sur lesquelles on peut se reposer, éventuellement des mentors ou des choses comme ça, c'est ultra important. Je pense que c'est un truc au tout début, on est vraiment dans l'exécution, on est dans le truc de on a une to-do list de malade, et puis il faut faire, et puis voilà. Mais avec un peu de temps, je pense qu'on s'assoit dans un truc où la boîte devient, la boîte commercialise par exemple, et puis commence à grossir, et là je pense que l'importance d'avoir des gens autour qui soutiennent et autres, ça devient assez primordial. Donc je mettrais dans les critères être capable de dégager dans quand se lancer, au final être capable de pouvoir dégager du temps, ça c'est sûr, ou être capable en tout cas de vouloir dégager du temps, ou de vouloir bosser plus que tous les autres, être capable d'avoir une forme de stabilité financière, ou en tout cas selon la stabilité ou l'instabilité financière, être capable de savoir est-ce qu'il faut qu'on soit payé tout de suite sur le projet, est-ce qu'il faut qu'on vende simplement du temps en freelance à côté, etc. Et puis avoir un réseau qui soutient sur le côté, des proches qui sont impliqués dans le truc, des potes qui montent des boîtes, des choses comme ça. Je pense que ça c'est au bout de 2 ans à monter Biped, je pense que c'est un des trucs clairement que je mettrais en haut de la liste. C'est clair qu'un des points, quand je revois des potes qui sont partis dans des grosses boîtes ou autres, on peut toujours se demander genre, pourquoi est-ce qu'on lance une boîte en tant que telle, parce que bien sûr on entend parler des exits à plusieurs milliards et de ceci et de cela, mais
c'est du 0,0 quelque chose pour cent et la plupart des boîtes n'arrivent jamais à ces stades-là. Pourquoi en fait est-ce qu'on se fait chier à monter une boîte en tant que telle? Et je pense que bon, déjà, ces personnes-là qui sont employées dans des boîtes, ces boîtes-là ont été montées par des gens à un moment. Alors, des fois, c'est des trucs très tradis, et puis ça a été monté il y a des décennies et des décennies, mais des fois, c'est une boîte de 50 employés qui développe une nouvelle technologie assez cool, et puis il y a des gens qui sont derrière. Donc, je pense que le, la question enfin, le fait de se poser la question de comment ça a été monté et qui y a derrière ça, ça répond un peu aux deux types de personnes qu'on va pouvoir retrouver là-dessus et qui correspondent aussi à des deux types enfin, des phases de vie. Hein. On n'est pas forcément entrepreneur toute une vie ou salarié toute une vie. Mais je pense que moi, c'était un peu la curiosité naturelle de me dire, ok, là, je vais bosser dans cette boîte-là, on est 30 employés. Et puis, je voyais du coup les deux fondateurs de la boîte qui faisaient pas forcément le même taf que ce que nous, on faisait. Je bossais comme data scientist dans cette boîte-là. Et puis voilà. Donc, je pense que il y a une curiosité naturelle de se poser la question de, ok, derrière chaque projet, en fait, il y a des fondateurs et des fondatrices de boîtes. Mais je pense la question de fond de pourquoi est-ce qu'on se lance, moi ce que je retrouve c'est, bon déjà il y a des trucs qu'on laisse sur la table, ça c'est sûr. Potentiellement on peut laisser un salaire sur la table. Je connais des gens qui sont passés de plus de 200 000 balles à pas payer globalement, donc au final le coût d'opportunité il est énorme là-dessus. Alors bien sûr je parlerai après ça de ce qu'on peut gagner dans le long terme, mais ça c'est un gros point. Il y a aussi toute la progression qu'on peut avoir dans une grande boîte. C'est-à-dire qu'on a j'ai des potes par exemple qui sont sortis des études, qui ont commencé à devenir senior data scientist ou des head of, des choses comme ça. Et ça, c'est clair que c'est des titres que personne ne peut enlever derrière. Ça reste des titres, mais ça permet toujours d'avoir une stabilité financière et de retrouver des jobs qui sont à peu près payés comme ça dans le long terme. Et puis voilà, puis c'est une échelle qui progresse. Et puis voilà. Je pense qu'il y a aussi un gros aspect de charge mentale, parce que j'ai bossé au final dans 2 startups et dans une assurance. Je me souviens encore de ces moments où ouais, on ferme l'ordi à 5h30, 6h et puis on se dit bon bah cool, et puis la journée elle est totalement finie. Et je dirais que c'est le truc principal qui change, c'est que là quand on ferme l'ordi, généralement déjà un peu plus tard, mais quand on ferme l'ordi, on se dit en fait le problème ne se finit pas avec l'ordi et avec la fermeture de l'ordi, et puis on se dit pas c'est toujours beaucoup plus dur de déconnecter dans ce sens-là, je pense en entrepreneuriat, parce qu'on incarne aussi une boîte et puis on incarne le problème qu'on cherche à résoudre, et puis en fait les problèmes qu'on a, ça peut rester un sujet de discussion le soir, ça peut rester voilà, tout ça, et je pense que c'est important d'apprendre à aussi créer ces coupures, mais clairement la charge mentale elle explose complet. Alors on pourrait se dire ouais mais du coup on est entrepreneur, donc on peut décider de son temps et ceci et cela. Je pense que c'est le point additionnel que je voulais soulever, c'est qu'en termes de vacances, qu'en termes de temps de travail ou autre, en gros on a l'impression qu'il y a une flexibilité. Alors oui, ok, je pense que les entrepreneurs bénéficient peut-être du fait de pouvoir aller chez le médecin à 10h et puis à la salle de sport à 1h incongrue s'il faut, enfin voilà, mais c'est à peu près tout, parce que dans les faits voilà, il y a toujours des emmerdes ou toujours trop de choses à faire, et ça c'est assez je pense que c'est assez important de réaliser ce truc là, c'est qu'on se lance dans un truc complet, avec des gens qui prennent pas de vacances pendant des années des fois, d'autres qui arrivent à en prendre, et tant mieux. Mais voilà, donc
salaire, la progression, charge mentale et vacances, c'est à peu près ce qu'on va laisser sur la table. Mais pour du coup beaucoup de choses qu'on peut gagner. Je pense que le point principal, c'est les compétences. Je fais des trucs au final 2 ans et demi dans cette aventure que j'aurais jamais pensé faire. Ça peut être des compétences, c'est ultra varié, mais c'est prendre la parole en public, ça va être faire des designs. Alors moi j'ai pris le rôle de CEO de la boîte, donc je suis beaucoup plus dans le développement commercial de l'activité, dans des événements, dans du marketing. Ça va être aussi dans toute la gestion du personnel, les trucs administratifs, les trucs légaux, les levées de fonds, les gestions des investisseurs. Ça va être toute la gestion des contrats avec d'autres boîtes, de la vente en B2B, en B2C. Enfin, voilà, tout ça, c'est je pense des choses qui habituellement demandent de passer par plusieurs postes et je sais pas, être rentré comme ingénieur logiciel dans une grosse boîte et puis d'avoir monté au fur et à mesure, d'être passé après ça dans la partie management pour gérer des gens, puis après ça d'être passé dans la partie technical sales et puis de gérer une équipe de vente. Enfin voilà, et ça généralement, enfin, sur les cycles corporate, ça met des années à se voir dans des grosses boîtes. Dans des startups, il y a clairement cet avantage que j'en parlais avec un ami l'autre jour, de se dire si j'ai envie de me prendre 10 jours pour devenir bon en SEO, donc Search Engine Optimization, pour être bien indexé sur Google, au final un vrai post clé, il y a des gens qui vendent vraiment des prestations de SEO, et si j'ai envie de prendre 10 jours et de devenir bon là-dessus, je peux prendre 10 jours et devenir bon là-dessus. Et en fait, on a constamment ce truc de quelles compétences je peux acquérir pour que ma boîte puisse en bénéficier. Et je pense que ça, c'est un vrai, c'est un vrai sujet d'arriver à se former continuellement en tant que fondateur et fondatrice de boîte, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour le projet dans le long terme. Et puis ça permet d'avoir des connaissances de malade, je trouve, à des âges beaucoup plus jeunes. Et le collatéral de ça, c'est qu'en commençant à apprendre tous ces trucs-là, en allant à des salons sur ces trucs-là, etc., on gagne vraiment un réseau assez incroyable. On gagne des réseaux forcément d'investisseurs, des réseaux d'experts dans leur secteur, qui sont, je dirais, c'est la capacité à se dire j'ai un problème à ce jour-là, comment est-ce que dans 2 jours ce problème il est résolu, et comment est-ce que je trouve les gens qui sont capables de répondre à ma question ou d'exécuter pour résoudre le problème rapidement. Et ça, je pense que c'est un des gros avantages, c'est d'avoir 25-30 ans et d'avoir des réseaux de gens qui autour sont plus âgés, beaucoup plus d'expérience, et sont capables vraiment d'apporter de la valeur ajoutée. Donc ça permet forcément de relancer des boîtes. Ça permet de bosser avec d'autres boîtes. Ça permet d'apprendre énormément de l'expérience de ces personnes-là. Et puis je pense que ça apporte une forme de crédibilité aussi en tant qu'entrepreneur, quand on montre qu'on sait, qu'on sait bien s'entourer. Donc bon, tout ça c'est axé sur l'apprentissage au final, et puis le réseau qu'on peut obtenir. C'est clair que quand on monte des boîtes, il y a un peu 2 horizons. C'est soit, si on ne prend pas de capital externe, on cherche une boîte qui devient profitable et qui est capable de générer un profit. Là j'ai des exemples de boîtes autour de moi qui sont profitables, qui génèrent une marge confortable, et où les gens arrivent à se payer un salaire quasiment en passif à ce niveau-là. Ça, c'est très très cool. Ou autrement, il y a des boîtes sur lesquelles on a pris des investisseurs. Les investisseurs, ils vont s'attendre simplement à ce que
la boîte génère un retour à un moment, et ce retour, ça va être de revendre la société. Et donc là, du coup, on parle d'exit, donc de revente de la boîte. Et ça, c'est clair que l'exit, c'est généralement le moment où on va venir cristalliser la valeur de la société en la faisant racheter par une autre boîte. Et je pense que les exits, il y a vraiment un spectre ultra large aussi. Il y a des nouvelles plateformes qui commencent à arriver pour faire des plus petites exits, des exits dans entre 50 000 euros et 1 million d'euros. On commence à voir pas mal d'acteurs qui se présentent là-dessus. C'est clair que pour les startups qui ont levé des fonds à des valorisations relativement élevées, derrière, il faut revendre à des plus gros acteurs. On parle toujours de moins d'1%, même des startups qui lèvent des fonds qui se font racheter à un moment, ou en tout cas moins de 5%. Je pense que l'exit, c'est clair qu'une fois qu'on arrive à craquer le truc, y a des gens qui arrivent à monter des boîtes et les faire racheter 18 ou 24 mois plus tard en ayant injecté très peu de capital initialement. Là, c'est des retours sur investissement incroyables, et tant mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de glorification autour de ce que peut représenter une exit, mais que ça touche une très petite proportion des boîtes. Mais bon, je ferai sûrement un épisode là-dessus, et puis j'inviterai une ou deux personnes que j'ai en tête pour venir parler de ça. Mais voilà, donc du coup, on a vraiment, je pense qu'on a touché un peu les points de quel type d'activité, quand se lancer, pourquoi se lancer. Je pense qu'une fois qu'on a ça, globalement, les seuls blocages qui peuvent rester, ça peut être des blocages mentaux, de pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action. Parce que si vous écoutez ça, vous avez peut-être déjà un projet en tête, vous avez déjà peut-être quelque chose comme ça. Et je pense que dans le pourquoi on ne passe pas à l'action, ce que je vois le plus souvent, c'est soit de l'incapacité à exécuter des trucs. C'est-à-dire qu'on est aussi formé très rapidement, par exemple en tant que développeur logiciel, à plus programmer et puis à gérer des gens qui vont programmer. Et je pense que cette incapacité à faire des trucs, mais plus à manager des gens qui vont faire, c'est un peu l'antipode de l'entrepreneur qui se dit bien sûr après il faut apprendre à déléguer dans la croissance de la boîte, mais dans les départs, dans les débuts de la boîte, on va littéralement tout faire tourner une boîte à un ou deux, et que la boîte elle ait de la communication, un software solide, du back-end, du front-end, mais aussi du marketing qui tient la route, des contrats, des trucs comme ça. Et puis en fait, au début, on fait tout. Donc je pense que c'est un point assez important sur avoir cette capacité, ou en tout cas cette envie à faire des choses. Je pense que ça va assez conjointement avec un deuxième point que je m'étais noté, qui est la flemme, tout simplement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui procrastinent sur leur envie de monter un truc, et puis je pense qu'il y a une jolie forme de ça peut être n'importe quelle addiction sous-jacente à un smartphone ou autre peut déjà bouffer 2-3 heures de temps par jour, et 2-3 heures de temps par jour, c'est ce qui peut permettre de monter une activité freelance par exemple, et puis de choper des premiers clients. Alors bien sûr, c'est toujours un espace mental dont on a besoin pour se décharger un peu, parce qu'on a un boulot qui est prenant, parce que ceci, parce que cela. Mais si c'est 2-3 heures par jour, ça devient une demi-heure par exemple, qu'on va faire 45 minutes de sport, ça peut laisser facilement une heure pour aller bosser le soir sur une petite activité, monter son site, etc. Et je pense qu'il y a il y a souvent de la marge sur la manière dont ça c'est organisé, même si tout se complique avec des enfants, des responsabilités, des choses comme ça. Ça, c'est clair que je mets pas du tout ce sujet-là de côté. Et puis après, on en avait touché un petit point sur ce qui bloque dans le passage à l'action. Ça va être des formes d'instabilité financière et un manque de soutien autour. Donc pour adresser ces deux derniers points, j'avais envie de formuler peut-être deux petites recommandations. La première, du coup, c'est, je pense, si on commence un peu comme
comme j'étais pendant les études, c'est-à-dire pas d'économie, on débute, on connaît personne et autres, se faire une petite planification de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc moi, pendant les études, quand je lançais l'activité freelance, je voulais avoir un revenu complémentaire parce que je voulais partir en voyage autour du monde 1 an plus tard. Ça, je savais qu'il me fallait à peu près 10 000 euros selon la planification que j'avais. Donc comment est-ce que je génère 10 000 euros? Est-ce que c'est en lançant une start-up qui va prendre une commission quand on vend des vannes et des trucs comme ça? J'en doute. Donc ça, j'avais lancé ça avant, mais c'était cool. Mais par contre, est-ce que c'est en faisant des activités freelance où je pouvais vendre ma journée jusqu'à 1 000 euros la presta? Là, il y a beaucoup plus de chances. Donc là, mon objectif était assez clair et je pense que du coup, ça m'a permis de définir l'offre que je voulais avoir. J'avais un site web perso et puis j'avais rajouté un petit onglet pour les prestations en formation en intelligence artificielle que je pouvais proposer. Et j'ai commencé à bosser sur mes supports de cours et à trouver les gens qui allaient me permettre de générer ça. Et ça, globalement, ça s'est hyper bien passé parce que j'avais un objectif final et que j'ai trouvé le type d'activité qui allait me permettre d'atteindre ça parce que je savais qu'en étant en stage, j'ai fait mon stage à Paris, en étant en stage à Paris à 800 euros par mois, c'est pas ça qui allait me permettre d'avoir 10 000 euros à la fin de l'année pour pouvoir partir en voyage. Donc voilà, donc là j'avais défini clairement mon objectif et puis si on n'a pas de soutien au niveau des proches direct, et moi j'ai trouvé pas mal de contacts au final dans des événements de start-up, dans des hackathons, des trucs comme ça. En fait, trouver des gens qui pensent un peu de la même manière, ça c'est un des points, je pense, qui a aidé jusque-là dans ce projet de Biped. Trouver des gens qui sont là pour épauler, pour partager leurs erreurs, pour aider à progresser, partager des ressources quand on trouve des trucs intéressants. Il y a pas mal de communautés aussi d'entrepreneurs ou autres, mais voilà, j'essaye toujours d'avoir peut-être 1 ou 2 calls par semaine avec des gens externes ou avec ces personnes-là que j'ai rencontrées. Des fois, ça sert pas à un but direct dans la vie de la boîte, mais des fois, c'est simplement le fait d'échanger avec d'autres personnes qui vivent les mêmes trucs et il y a ce petit conseil, ce petit truc comme ça qui va être très cool et puis ça permet des fois juste de parler des trucs qui se passent bien et qui se passent moins bien au quotidien. Donc voilà pour ces points-là. Pour revenir sur la notion d'objectif, de savoir pourquoi est-ce qu'on lance quelque chose, c'est clair que définir l'objectif de long terme de pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans une boîte, c'est assez primordial. On voit forcément des objectifs financiers, on peut voir des objectifs simplement de croissance personnelle. On a envie de sortir de sa zone de confort, apprendre à faire ça. On peut voir des objectifs aussi de serial entrepreneur. Donc j'ai envie de monter une boîte, avoir la crédibilité, monter un truc plus gros et puis ça fait partie d'un projet plus global. Et puis des fois ça peut être simplement parce qu'on a une passion pour l'activité qu'on exerce ou pour le produit qu'on veut développer ou que c'est en fait en train de résoudre un truc que nous-mêmes on voudrait avoir résolu. Donc je pense que ça c'est les sujets de motivation de fond, c'est des sujets qui sont assez propres mais qui propres à chacun mais qui définissent vraiment les formes d'entrepreneuriat qui peuvent correspondre aussi à ces besoins. C'est clair que si on adore faire du design, un type de design très précis, monter une startup autour de ce truc-là, c'est le meilleur moyen de juste plus faire ce design en tant que tel, mais de devoir à terme embaucher des gens qui vont faire ce design pour soi, pour le compte de la boîte, et puis en fait d'apprendre plein d'autres trucs, mais de plus faire ce design-là en tant que tel. Donc il y a... Voilà, je pense que la motivation de fond, elle est vraiment propre à chacun, mais qu'elle peut vraiment guider les horizons temporels, les objectifs que vous fixez là-dessus, et puis le type d'activité que vous voulez entreprendre.
Mais voilà, ça clôture à peu près ce que je voulais dire sur ce premier épisode. Je ne l'ai pas ciblé sur l'intelligence artificielle, mais on aura de plus en plus de points là-dessus. Dans les épisodes suivants, on va, voilà, comme je disais, commencer à parler un peu levée de fonds, hardware, software, constituer des équipes, et puis essayer d'inviter aussi quelques personnes sur ce podcast. Je serais ravi d'avoir vos feedbacks sur ce premier épisode. N'hésitez pas à laisser une note, donc si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Music ou autre. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.